Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je vais recevoir un invité concernant les économies. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait et c'est normal parce que tu dois le savoir, depuis que je suis passé CIF, donc conseiller en investissement financier, maintenant j'oriente tout sur l'investissement parce que mes coachings, mes accompagnements sont axés là-dessus et même mes futures formations. Mais c'est en fait le cofondateur d'une plateforme que je souhaite inviter depuis 2 ans au moins parce que c'est la plateforme vers laquelle je redirigeais mes clients en coaching budgétaire. Et à l'époque, j'aurais aimé qu'ils sponsorisent le podcast parce que je trouve que c'était ultra aligné avec la gestion de budget. Mais j'ai pu que maintenant les avoir et donc j'ai quand même souhaité vous en faire profiter parce que je pense que ce concept de co-abonnement est pas du tout assez connu en France et peut vous faire vraiment des très très grosses économies. Donc, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va être clairement axé sur la présentation de la plateforme Split, comment ça marche, pourquoi, on va parler des avantages, mais aussi des inconvénients. Je vais parler moi des inconvénients que j'ai eu en tant qu'utilisateur aussi, pour être tout à fait transparent avec vous sur, oui, on en parle en bien forcément parce que c'est le cofondateur, mais on va aussi dire quels sont les potentiels désagréments qu'il y a. Et voilà, on va vraiment tout expliquer comment ça marche, quels sont avantages, inconvénients, et voilà, pour que vous puissiez tester si vous le voulez, sachant qu'il y aura un lien affilié en description si vous souhaitez tester. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu le dernier épisode avec invité où je parlerai de solutions d'économie. Mais voilà, c'était vraiment nécessaire pour moi de conclure un peu là-dessus parce que je pense que vraiment ça peut quand même encore vous intéresser, même si aujourd'hui, voilà, vous devez peut-être me suivre plus pour l'investissement. C'est toujours cool de diviser peut-être par 3 ou 4 ces abonnements et de les transformer en épargne et donc en investissement, et surtout pour l'effort que ça demande, vous allez voir que c'est vraiment super bien fait, super facile, et que potentiellement vous allez pouvoir économiser des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'euros par an. Donc écoutez bien jusqu'au bout, ça peut avoir une vraie plus-value sur votre budget et vos économies. Voilà, je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Guillaume, comment tu vas ? Bonjour Thomas, je vais très bien. Ravi de t'accueillir sur le podcast. On va parler aujourd'hui, on va pas parler d'investissement, contrairement aux épisodes que je fais ces derniers temps. Je reviens un petit peu sur mon ancienne niche qui est la gestion de budget et les économies. Mais je voulais vraiment aborder ce sujet parce que ça fait longtemps que je souhaite interviewer quelqu'un de Split, parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde doivent connaître, et surtout on va parler du co-abonnement, qui est un petit peu ce nouveau phénomène qui permet de faire des économies. Guillaume, je te laisse te présenter, qui tu es, d'où tu viens. Ok, avec plaisir. Écoute Guillaume, moi j'ai 47 ans, je vis à Lyon. J'ai cofondé Split en 2019 avec Jonathan Lalinec et Brice Vincent. Moi j'ai déjà pas mal d'années d'expérience derrière moi parce que ça fait 25 ans que je travaille. Donc on parle beaucoup des retraites en ce moment et de Ouais, ma c'est ça, toi carrière tu dois travailler. être concerné. Je pense que j'ai passé la moitié de ma carrière professionnelle, mais il m'en reste encore une belle moitié à faire. Et du coup, moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans des très grands groupes. J'ai commencé ma carrière chez Decathlon dans le retail, responsable de rayon à directeur de magasin. J'ai travaillé chez Okaidi, les vêtements pour enfants, où j'étais En tant que responsable. salarié, t'étais ? Ouais, salarié, ouais. Ouais, ouais. Et toujours sur le développement du réseau retail. Euh, voilà, c'est mon expérience, c'est mon expertise pendant de très nombreuses années. Et puis la dernière grosse expérience, c'était dans une grosse start-up, on va dire, qui s'appelle Apple. Euh, Très grosse start-up, hein. Voilà, j'avais plus de 10 ans à développer les Apple Store en France pendant quelques années. Et puis après, j'étais à l'étranger pour développer la partie B2B, donc vente, relation avec les professionnels. Donc voilà mon parcours et expertise en management, leadership. C'est aussi c'est des sujets qui m'ont énormément animé pendant toute ma vie, les relations humaines. Et j'ai aussi été consultant à un moment, spécialisé dans le management et le recrutement. Voilà, tout simplement. Donc Ok. Et
Et pourquoi? Parce que du coup, donc tu as fondé une entreprise qui spécialise dans le co-abonnement. Alors on va le décrire bien après, mais qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi ça? Pourquoi le co-abonnement? D'où est venue l'idée ou pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Ouais, l'idée, la genèse, c'est vraiment Jonathan, qui en 2019, ça lui a trotté dans la tête déjà en 2018. Sa femme, comme beaucoup, avait un abonnement qu'elle partageait avec une amie, mais sans aucune relation d'argent et sans rien du tout. C'est juste, on se prête les codes. Et puis venait l'idée de partager un deuxième abonnement, mais c'était pas la même qui souscrivait. Donc là, il fallait équilibrer les comptes parce que les abonnements n'avaient pas le même prix. Et du coup, il y avait une relation d'argent qui commençait à rentrer dans l'histoire. L'ami voulait un virement pour compenser les quelques euros d'écart. Et en 2019, en fait, Jonathan s'est rendu compte il y avait rien qui existait sur le marché pour faire un virement simple, récurrent, de quelques euros d'un particulier vers un particulier. La seule solution qui existait, c'était prendre le RIB de la personne qu'on connaît, saisir son RIB avec tous les numéros pour enfin pouvoir effectivement espérer avoir le virement. Mais là, Jonathan s'est dit, ok, ça marche, mais par contre, on va être incapable de suivre cette dépense. Et puis après, il y avait d'autres personnes qui devaient rentrer et payer un peu plus. Il s'est dit, ça va être ingérable de savoir qui a Ouais, payé quoi, ça devient comment tout très ça. vite le bordel. Ouais, et c'est comme ça qu'est né Split en 2019, en fait. Et c'est de se dire, en fait, on partage les abonnements avec des gens pour les bons comptes font les bons amis, donc il manque cette solution. Et ben on va la créer et puis on va la lancer sur le marché. Donc voilà, c'est comme ça que Split est né. Et puis très vite de une solution pour les amis, entre proches où on se connaît déjà. Il y a des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit c'est génial votre truc, mais moi je sais pas avec qui partager mon abonnement de manga japonais. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver quelqu'un? Et c'est dans un deuxième temps qu'est né entre guillemets la place de marché, là où les gens peuvent mettre les annonces avec les places vacantes. Et en fait, on n'a rien inventé parce que tout ce qu'on a créé, finalement, très vite, on s'est dit, mais c'est le modèle de Blablacar, en fait. C'est exactement le covoiturage qui se démocratisait déjà énormément. J'ai une voiture, je fais un trajet avec 5 places, mais j'en ai que 2 d'occupées, c'est un peu dommage. Il y a des gens qui veulent voyager aussi, autant faire profiter à d'autres et puis partager les frais ensemble. Finalement, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc, en fait, on a transposé ce modèle et pour tous les abonnements digitaux. Et nous, notre but, c'est de faciliter l'accès à tous les abonnements digitaux qui peuvent exister et les rendre accessibles pour tout le monde via le co-abonnement. Donc, on s'est spécialisé là-dedans et on facilite les micro-paiements récurrents entre particuliers. Tu parlais d'investissement en introduction. Nous, c'est vraiment tout l'inverse parce qu'on est quasiment sur des centimes tous les mois de gens. Enfin, nous, on est des gains centimes et je nous décris comme ça dans notre Ouais, ce intro. que tu me disais en off. Ouais. Mais effectivement, c'est des abonnements de quelques euros seulement, en fait. Ouais. Alors vous, on va dire votre business model, il est basé sur le gain centime, donc j'imagine que vous jouez beaucoup sur le volume. Enfin, c'est le volume de clients qui vous fait que vous êtes une entreprise prospère. Mais moi, je trouve, moi, enfin, quand j'ai découvert Split, en tout cas, j'ai trouvé ça génial en tant que particulier, enfin, en tant qu'utilisateur, parce que c'est vrai que c'est quand même, enfin, moi, j'ai fait partie de tous ces gens, certainement des gens qui nous écoutent, à partager Netflix avec le frère, le copain du machin. Alors un coup, tu prends ses codes, et puis après, nous, on a aussi fait genre une année, on était quatre, une année, il y en a un qui paye, puis l'année d'après, machin, mais c'est toujours le bordel, parce qu'on oublie qui paye quoi, puis il y en a un qui paye plus, l'autre moins. Alors certes, on parle pas de très grosses sommes, mais je parle du principe quand même que les bons comptes font les bons amis, et c'est toujours mieux d'avoir, voilà, tout le monde qui paye ses 4 euros, plutôt qu'il y en a un qui paye 25 euros pendant 2 ans et qu'on oublie, ou bon. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super, tu vois, de pouvoir avoir un tiers de confiance qui prend sa com au milieu, et ce qui est normal, et de pouvoir, voilà, il y a un truc qui soit cadré, quoi. Et alors du coup, je vais peut-être un peu dériver parce que je commence à parler de mon expérience perso avec Split, mais est-ce qu'on peut repartir du début et que tu me dises déjà c'est quoi le principe du co-abonnement? Alors, on l'a déjà plus ou moins décrit, mais est-ce qu'on peut reprendre la base et que tu nous l'expliques simplement, c'est quoi le principe du co-abonnement? Le co-abonnement, c'est tous les abonnements pour lesquels on souscrit en tant que particulier, pour lesquels on a un usage qui peut être multi-compte ou multi-utilisateur. Tu parlais de Netflix. Netflix Premium, c'est 4 écrans simultanés. Bon, il y a très peu de gens qui regardent 4 écrans en même temps à la maison au sein du même foyer, ou qui pour autant aussi 4 personnes au sein du foyer. Ça peut être Apple, ça peut être Spotify, ça peut être Deezer pour la musique, où systématiquement tu as le droit à 6 profils sur un compte premium ou Friends and Family. Et du coup, il y a très peu de gens qui utilisent ça. Donc, nous, on considérait aussi que c'était un peu un gaspillage de se dire on paye pour des abonnements où on peut être 6 dessus et finalement on n'est que 2 ou 3 à les utiliser. Donc, depuis toujours, finalement, et les gens n'ont pas attendu notre société pour le faire, les gens partagent leurs identifiants, leurs mots de passe, leurs services
Et quand je remonte un peu dans l'histoire, en fait, avant le co-abonnement, on pourrait dire que c'était aussi à l'époque des CD. T'achetais un CD, il te plaisait, et du coup, tu le passais à quelqu'un en disant je l'ai écouté, il est génial, écoute-le aussi. J'ai lu un livre, et c'est encore plus ancien, et ça fait quelques siècles que ça dure, hein. On a acheté un livre, on l'a lu, on l'a trouvé génial, on le passe à quelqu'un, effectivement, et du coup, on en fait profiter à plusieurs. Et parfois, on l'a peut-être acheté ensemble pour en profiter parce que ça nous intéresse à deux, à trois, et on profite du service. Donc finalement, les gens ont transposé un geste qu'ils faisaient naturellement, c'est de prêter un livre, prêter un CD quand il avait écouté, quand il avait lu, qu'il avait adoré. Finalement, les gens prêtent naturellement leur code. On considère que il y a presque 90% des Français qui partagent leurs identifiants avec leurs proches. Et ils se posent pas la question de savoir s'ils ont le droit ou pas, est-ce que c'est légal ou pas, est-ce que l'abonnement qu'ils ont souscrit les autorise à le faire ou pas. Les gens le font massivement en fait. Euh, et chez les jeunes, on a l'impression que cette tendance s'accélère encore, parce que quand on interroge les moins de 25 ans, ils sont presque 70% à confesser qu'ils partagent aussi avec des gens qui ne vivent pas du tout avec eux. Donc voilà, le co-abonnement, en fait, c'est comment, plutôt que de souscrire individuellement chacun dans son coin, et souvent on paye beaucoup plus cher comme ça, comment on souscrit une offre qui est multi-compte, multi-utilisateur, et on la partage à plusieurs. Surtout en termes d'organisation, où c'est galère, quoi. Enfin, moi, je trouve que votre vraie plus-value, elle est là-dessus, quoi, sur l'organisation que. On simplifie effectivement, tu disais les bons comptes font les bons amis, c'est une expression qu'on utilise souvent aussi, mais même pour quelques euros, effectivement, c'est toujours désagréable de se dire que finalement on finance quelqu'un d'autre, ou si les comptes sont pas équilibrés, et surtout qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus abonnement en fait, et de plus en plus les abonnements qui initialement étaient uniquement des abonnements individuels, on voit toutes les sociétés, il y a un sens unanime où elles créent des offres multi-utilisateurs, multi-comptes, mais qui sont rarement utilisées réellement par la personne et son entourage proche à bon escient en fait, parce qu'on ne peut pas utiliser 6 profils dans n'importe quel foyer, quoi. Et en général, les gens qui souscrivent chez vous, alors je sais pas si vous avez les chiffres, mais Ouais, ils peuvent économiser combien, tu vois, sur, je sais pas ouais, moi, un foyer familial qui a, je sais pas moi, deux, ou alors je sais pas, tu dois peut-être avoir des stats aussi du nombre d'abonnements qu'ils ont, mais combien ils arrivent à économiser, tu vois, par foyer ou par personne? ouais, on dit qu'en moyenne, les gens sur Split, même si on est encore très récent, hein, on a 3 ans d'existence, on voit que ça se construit avec le temps. La moyenne, on va dire, c'est aux alentours de 300 euros par an d'économie, mais ça peut monter beaucoup plus que ça en fait. En général, les premiers mois, les gens économisent moins parce qu'ils essayent avec un abonnement pour voir si ça fonctionne, voir Ouais, si enfin, c'est fiable. réellement. Exactement. Et on voit qu'avec le temps, finalement, j'ai envie de dire, les gens en prennent deux, en prennent trois, et après, ça devient carrément un réflexe où quand les gens veulent s'abonner, ils commencent à regarder sur Split si c'est disponible, et du coup, ils s'abonnent aux plateformes qui sont principalement effectivement sur Split, ou ils souscrivent en direct, ils viennent le partager ensuite, ou alors ils viennent se co-abonner directement sur Split. Mais la moyenne, c'est 300 euros, mais je pense que le maxi, on dépasse allègrement les 2000 euros par an. Et quand on dit ça, on a l'impression que ça paraît fou et que c'est pas possible que les gens aient autant d'abonnements. Mais quand on y regarde de plus près, des abonnements de SVOD, télé, finalement, tout le monde en connaît aujourd'hui, et très nombreux. La musique, tout le monde écoute de la musique. Après, est-ce que c'est la musique gratuite ou est-ce qu'effectivement c'est payant et sans publicité? La presse, tout le monde lit effectivement des magazines, de l'actualité, quelle qu'elle soit. Mais après, il y a d'autres choses auxquelles on pense pas forcément. Initialement, nous, on se disait comme une plateforme d'abonnement de divertissement. Mais de plus en plus, on a toute une catégorie d'abonnements qui sont plus des utilitaires et des outils que tout le monde utilise pour travailler. Ça va être des logiciels, ça va être Canva, ça va être Office 365, ça va être des antivirus, ça va être du stockage cloud. Aujourd'hui, on a tous besoin pour avoir des sauvegardes et sécurité de stocker aussi nos données. On peut effectivement partager un abonnement. Ça ne veut pas dire que nos données sont accessibles aux autres, c'est qu'on prend un espace commun qui est très grand et du coup qui coûte moins cher, et chacun a son espace à l'intérieur bien privé. Donc finalement, il y a tout un tas de catégories. On peut se former, on peut faire du sport, on peut faire de la méditation. Enfin, on a une dizaine de verticaux aujourd'hui, et quand on y regarde bien, finalement, on peut tous facilement avoir 4, 5 abonnements dans ces différentes catégories. Après, est-ce qu'ils sont sur Split ou pas, ça c'est autre chose. Est-ce qu'ils sont partageables, c'est encore autre chose. Nous, on référence en tout cas uniquement les abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs sur Split. Ok. Et vous en avez combien à peu près de partenaires? Je sais pas comment on appelle ça, des partenaires ou Ouais. d'entreprises d'abonnement? Écoute, on en a. Alors, toutes les semaines, j'ai envie de dire, le chiffre évolue. On est à plus de 180. Là, on arrive à 190 services partagés sur Split. Et on a fait le calcul, parce que là, on est en fin d'année 2022. On avait rajouté plus de 52 services sur l'année. Donc, en moyenne, on rajoute quasiment un service par semaine. Et on découvre toutes les semaines des nouveaux services partageables, soit parce qu'ils existaient, mais de façon individuelle avant,
et les éditeurs ont décidé de finalement les ouvrir au partage et de créer des comptes, des abonnements multi-utilisateurs, soit parce que c'est des nouveaux services qui se créent, ils se créent directement avec ces offres multi-utilisateurs. Donc on en rajoute tout le temps et on va encore en rajouter certainement cette année, dont on ignore encore l'existence aujourd'hui en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, il doit y avoir aujourd'hui tellement d'entreprises qui se créent dans ce type de domaine que ça, pour vous, il n'aura toujours en fait à ajouter, quoi. Bah ouais, on le pense vraiment, et puis on voit aussi un mouvement. Alors, est-ce que les États-Unis sont en avance sur nous là-dessus? Je sais pas, mais on voit de plus en plus de services qui aux États-Unis étaient vraiment individuels, où les éditeurs ont décidé de créer systématiquement une offre Friends and Family, partage avec, et certains en font des arguments marketing en disant partage avec ta tati chérie, avec tes copains, tes amis, des gens de confiance. Enfin, ils ouvrent vraiment très très large, et on voit ce mouvement qui arrive où effectivement de plus en plus d'offres individuelles, on passe sur des offres multi-comptes et multi-utilisateurs. Et après, par exemple, sur les, tu vois, t'as cité quelques noms. Est-ce que, enfin, c'est vrai que moi, quand je vous ai connu au début, pour moi, c'était que Netflix, tu vois. Enfin, c'était que Netflix et les trucs, voilà, on va dire la télé ou les abonnements streaming. Et après, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a la musique. Puis après, enfin, est-ce que tu peux citer, enfin, je sais pas moi, peut-être le top 10 des applis les plus, les plus utilisées, enfin, les plus souscrites chez vous? Alors, je sais pas si tu les as en Ouais, tête, alors mais si, si, on les a. Alors après, on communique pas forcément là-dessus parce que c'est peut être des données aussi sensibles, mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que notre top 10 à nous, en fait, ça va être le top 10 des services d'abonnement qui existent sur un marché, en fait. Donc on est présent sur plusieurs pays, Netflix, Disney, Canal+, toutes ces choses-là, on va effectivement les retrouver dans le haut parce que c'est très connu en France. Et en fonction des pays, on va avoir effectivement des différences. Mais la SVOD est vraiment le grand segment pour nous. Le deuxième, c'est la musique, et c'est pas une surprise. Et après, on va retrouver jeux vidéo, on va retrouver le stockage cloud, on va trouver la presse, et après, plus marginal, encore d'autres services. Certains sont en train d'émerger, comme les logiciels, où finalement ça monte en puissance. Mais on retrouve la même chose. Et après, au niveau des services, sur la SVOD, je faisais le point juste avant, on a 41 services en France de SVOD. Je savais même pas qu'il y avait autant d'abonnements possibles. putain, moi non plus, ouais. 41. Et on est tous capables d'en citer 3 à 4 parce qu'effectivement ça paraît évident. Mais on a aussi des Crunchyroll qui sont, c'est une super plateforme pour tous ceux qui adorent les animés, les mangas, et c'est les leaders dans le monde. Tu peux avoir les passionnés de films d'horreur qui vont s'y retrouver avec Shadows. Tu peux avoir Spicy qui est une plateforme de documentaires français indépendants. Enfin, tu trouves de tout. On a, alors je suis sûr de très mal le prononcer, mais Ikiai, qui est une plateforme spécialisée dans les films asiatiques. Enfin, tu retrouves plein de choses, des films pour enfants spécialisés pour être sûr que nos enfants regardent pas n'importe quoi avec Benchy. Enfin, tu as énormément d'abonnements et les gens en découvrent finalement au travers de notre plateforme. C'est ça qui est bien aussi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi chez vous, c'est que je pense qu'après, quand les gens ont testé une fois et qu'ils se sont rendus compte que ça marche bien, moi je sais que personnellement, à titre perso, hein, dès que j'entends parler d'une nouvelle plateforme ou que je suis sur le point de souscrire, tac, je vais vite fait vous regarder si ça existe, tu vois. Et tu vois, moi c'est un truc bête, mais par exemple Canva, c'est quelque chose que j'utilise depuis 2 ans et j'ai jamais voulu trop payer la version payante, parce que machin et tout. Puis en fait, je me dis, bon, bah, en fait, si je la partage, ça va me coûter 3 balles, quoi. Et là, enfin, tu réfléchis même pas, tu dis, bon, ben oui, évidemment, je vais la prendre parce que c'est beaucoup plus accessible, quoi. Mais c'est génial parce que ce que tu décris, c'est ce qu'on observe aussi, et c'est ce qui fait que les éditeurs qui étaient très frileux au début sont de plus en plus ouverts, et on dialogue de mieux en mieux avec eux. C'est qu'ils se rendent compte qu'on amène à monétiser des gens qui n'auraient jamais payé pour un service en fait. Et on est une solution contre le piratage. Toi-même, tu disais avant je voulais pas payer, et maintenant finalement pour quelques euros je suis prêt à le faire. Donc c'est exactement effectivement le phénomène qu'on observe. Et puis quand tu payes quelques euros, je sais pas si je peux te poser la question Thomas, mais est-ce que tu as envie de résilier demain parce que pendant 1 ou 2 mois l'été tu vas moins l'utiliser et rechercher une offre après, ou est-ce que tu vas garder ton offre quoi? Beaucoup moins. Et puis, moi, j'avais jamais envie d'ajouter, tu vois. Alors là, je vais te parler un petit peu de mon activité. Alors, mon ex-activité maintenant, parce que j'ai accompagné beaucoup de gens en coaching budgétaire, où un des axes du coaching budgétaire, c'était l'optimisation des charges fixes. Et ça, j'en parle régulièrement dans le podcast. Et évidemment, je les envoyais vers chez vous. Enfin, sur les abonnements, c'était, bah, tu connais Split. Alors, personne connaissait. Donc, à chaque fois, bah, je les amenais, je leur montrais, clairement, je leur montrais mon compte, hein. Je leur dis, bah, regarde, moi, Netflix, je paye 5 euros, Deezer, ça me coûte 3 euros. Enfin, bref, je leur montrais, bah, concrètement ce que moi je faisais, ça les rassurait. Et, moi, je suis pour la réduction des charges fixes, l'optimisation des charges fixes. Justement, pour moi, c'est très important en fait de pouvoir optimiser ça parce que euh, les charges fixes, on les pince pas et on est prélevé tous les mois, tu vois. Et sur l'année, ça fait énormément. Voilà, ça peut faire beaucoup de budget qui part pas en épargne ou dans des dépenses plaisir. Mais je me dis, pour un truc que tu utilises et dont tu as vraiment besoin,
ben, le fait de le payer 3 euros ou 15 euros, tu fais ça x 3 ou x 4, bah, t'es beaucoup plus enclin à prendre des abonnements dont t'as besoin, tu vois, et t'auras, comme tu dis, même si je l'utilise pas 1 ou 2 mois, je m'en fous, quoi. Parce que on est sur des micro-sommes et t'as optimisé tellement ton budget charge fixe que ça, la question, elle se pose même pas, quoi. Ouais, carrément. Mais enfin, l'expérience que tu as, toi, avec notre plateforme, c'est celle que vivent beaucoup de gens. Après, comme tu disais, on a un gros travail à faire pour se faire connaître. Ouais. Euh, Bah, c'est parce pour ça que, que je vous ai invité, hein. euh, mais effectivement, le bouche à oreille est un élément hyper important parce que les gens sont toujours très, très frileux au départ, très sceptiques. Partager avec un inconnu, mais comment ça? Jamais de la vie, c'est trop dangereux, je vais me faire pirater, je vais me faire. Voilà, et après on arrive à rassurer effectivement l'usage. On a mis tout un tas de sécurité, de process qui font que les partages se passent bien et que si jamais le partage pour lequel vous souscrivez en tant que co-abonné ne fonctionne pas, vous êtes intégralement remboursé sur le mois en cours. Il n'y a pas de perte d'argent. Il y a peut-être la déception de ne pas avoir eu le service pendant le mois entier, si jamais ça arrive, mais en tout cas il n'y a pas de perte d'argent. Donc nous on est très attachés effectivement à ce que les gens puissent économiser quelques euros tous les mois, et je pense que euh, ce qu'on observe aussi, c'est que les gens, finalement, ils ont un budget abonnement et ils ont tendance à vouloir l'optimiser au mieux. Et nous, on amène une solution pour ça. Tu peux aller sur Split et tu peux agréger ton compte bancaire si tu veux. Donc, on le fait via toutes les conformités nécessaires, bien sûr, et la confidentialité. Et on est capable de te dire, en fait, Thomas, tiens, tu as 15 abonnements tous les mois. Sur les 15 abonnements, tu dépenses 300 euros par mois sur les abonnements. Souvent, c'est une découverte pour les gens parce qu'ils n'imaginent pas qu'ils dépensent autant dans les abonnements. Puis après, on leur dit, sur les 15, il y en a peut-être 5 qui sont sur Split. Voilà ce que tu peux gagner si tu partages les abonnements et ce que tu peux économiser si jamais tu te co-abonnes au lieu de payer seul ton abonnement. Donc, on aide, je pense, les gens à prendre conscience aussi des budgets dépensés. Et après, toutes les études macroéconomiques montrent que ça va faire que grandir dans les années à venir. Mastercard estime que d'ici 10 ans à peine, 50% du commerce en ligne se fera sous forme d'abonnement. Ça paraît délirant aujourd'hui de se dire qu'on va être abonné à tout et que tous nos achats passeront par les abonnements. Mais c'est des tendances assez lourdes et assez fortes. Dans 10 ans, vous êtes une multinationale, c'est ça que tu me dis? Non, non, je suis en train de te dire que ton travail, finalement, il est hyper important parce que optimiser sur des charges fixes, finalement, sans s'en rendre compte, on a tendance effectivement à aller de plus en plus vers ce type de consommation qui est génial d'un côté, hein, qui est une immédiateté incroyable, qu'on peut utiliser n'importe où, mais qui effectivement prend une part de plus en plus conséquente dans le budget. Donc optimiser ça avec le travail que tu fais, je pense que c'est hyper important. Et toi aussi, tu as un bel avenir avec le. Alors non, moi pour le coup, j'ai changé, tu vois, alors je sais pas quand sortira l'épisode, mais là je pense que ce sera encore plus qu'officiel, mais moi je suis passé conseiller d'investissement financier là depuis le début de l'année, donc maintenant j'ai réorienté et le podcast aura déjà très certainement changé de nom au moment où on aura enregistré l'épisode, enfin où on diffusera l'épisode, et du coup maintenant je parle que d'investissement. Donc c'est pour ça que tu es un petit peu je crois mon ultime invité où on parle d'économie et de budget, Ok. mais ça fait 2 ans que j'essaye de vous faire venir et j'arrivais jamais à avoir quelqu'un, et là j'ai réussi à avoir quelqu'un, donc je me suis dit bon, tant pis, même si aujourd'hui je parle que d'investissement, je me dis je fais la petite parenthèse pour vous mettre en avant parce que voilà, pour moi c'est un service qui devrait être connu par beaucoup de monde, et voilà, et ça me fait grandement plaisir qu'on en parle dans le podcast. Merci Thomas. Alors après, bon, là du coup, on dit tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien, mais j'aime bien aussi dire ce qui ne va pas, tu vois, parce que alors en deux choses, j'aimerais que toi, ton point de vue, si tu peux citer des inconvénients, si tu en vois, ou des problèmes à résoudre, et moi je vais te dire peut-être aussi des choses que j'ai vécues sur la plateforme et qui pourraient arriver aux gens, et tu me diras d'ailleurs si toi, Ouais, c'est avec des plaisir. choses que tu sais, qui arrivent souvent, et puis comment ça se passe aussi en cas de souci. Donc déjà, je voulais savoir, toi, est-ce que tu vois aujourd'hui des choses à améliorer sur Split, ou des problèmes récurrents que pourraient rencontrer les utilisateurs? Ouais, on en voit plein en fait. Nous, on est obsédé par le souci du détail, l'expérience client et offrir une meilleure expérience. Donc, on voit plein d'inconvénients. Je sais pas si tu les as observés ceux-là, mais en toute transparence, la première chose, c'est nous, on met en relation des particuliers entre eux, en fait, les propriétaires d'un côté avec les co-abonnés. Du coup, quand quelqu'un veut se co-abonner, c'est pas comme s'il s'abonnait en direct au service et à l'éditeur. Il est dépendant quelque part du délai de réponse du propriétaire qui va donner l'accès ou pas, ou qui va inviter la personne à rejoindre l'abonnement. Juste une toute petite parenthèse, mais 80% des services qu'on a, c'est un système d'invitation par email pour le co-abonné. Donc il n'y a pas de partage identifiant. Le propriétaire invite le co-abonné via son email à se créer son propre identifiant. C'est ce que fait Spotify, c'est ce que fait Le Monde, c'est ce que fait l'équipe, c'est ce que fait Apple, ce que fait Deezer. Donc il y a plein de plateformes qui font ça. Donc c'est très
mais il faut que le propriétaire de l'abonnement invite cette personne via son email. Donc s'il n'est pas disponible au moment où la personne souscrit, bah, elle peut attendre parfois 24 heures, 48 heures avant d'avoir effectivement son accès. Donc ça peut être un peu frustrant quand tu es habitué à voir les choses tout de suite, je commande et tout de suite j'ai le produit, et surtout quand c'est quelque chose qui est en ligne, bah là pour le coup on est entre particuliers, donc on dépend du délai de réponse. Ça c'est la première chose qui peut être désagréable. Et parfois quand c'est un partage identifiant, c'est 20% des services, mais c'est quand même très présent. Bah, si la personne accepte le partage mais ne donne pas l'identifiant tout de suite, ou que l'identifiant n'a pas été mis à jour, bah, j'ai l'impression d'avoir une mauvaise expérience. Donc ça c'est un point sur lequel on travaille pour pouvoir améliorer les choses. Après il y en a d'autres, c'est que quand un propriétaire veut récupérer ses fonds, et je ne sais pas si toi tu partages aussi en tant que propriétaire Thomas, mais dès lors que tu as un co-abonné qui te reverse ne serait-ce que 3 euros, si tu veux les récupérer, les virer sur ton compte bancaire, tu peux le faire, hein. Nous, on a tout automatisé. Tu peux mettre un virement récurrent sur ton compte tous les mois. Il faut quand même que tu montres ton identité, même pour 2-3 euros. Donc, on est assujetti à toute une réglementation qui est liée à la CPR, la Banque de France. Mais donc, on a toutes les autorisations et on a une licence sur l'Europe entière pour collecter l'argent de particuliers, le reverser à d'autres, moyennant effectivement aussi quelques frais de fonctionnement. Mais pour ça, on a toute une réglementation qui est très lourde et très stricte, et qui fait qu'on est obligé de vérifier l'identité. Donc, tu es obligé de donner 2 pièces d'identité, un justificatif de domicile. Enfin, ça paraît aberrant pour nos clients Ouais, aujourd'hui. mais surtout pour aussi des si faibles sommes, tu te dis, Exactement. ouais, Donc parfois on a le reproche de clients qui nous disent bah c'est plus compliqué que d'ouvrir un compte bancaire, de pouvoir juste pour retirer récupérer 3 l'argent. euros, quoi. Exactement. Donc on a ce type de désagrément, et on en a un dernier aujourd'hui, mais qu'on va régler prochainement, c'est que bah, nous aujourd'hui pour sécuriser aussi les propriétaires, avant de donner l'accès, de dire vous pouvez donner l'accès à Thomas qui veut souscrire à votre abonnement, on s'assure que Thomas a payé, et du coup on bloque l'argent sur un compte séquestre. Mais du coup on fait une préautorisation, et puis au moment où c'est accepté, là on encaisse réellement. Mais les préautorisations, elle est faite du montant de l'abonnement. C'est un détail, mais du coup, les gens ont l'impression, et ça apparaît parfois sur les relevés bancaires, comme un débit. Et en fonction des banques, tu connais ça mieux que moi, mais ça peut apparaître comme un débit pendant 2 jours et parfois Ouais, pendant ouais, bah, 30 sur jours. Boursorama, ils font ça. Quand je vais mettre l'essence, Et il me met la somme totale en fait du maximum que exactement. peut prendre la pompe, quoi. Alors qu'en fait, je sais que bah, au bout de 2 Ça jours, fait c'est une régularisé, préautorisation. c'est que le. Ouais. Ouais. Alors, tu as de la chance parce que ta banque, c'est 2 jours, mais il y a des banques, ça peut aller jusqu'à 30 jours. Donc, parfois, on a de l'incompréhension sur mais j'ai été débité 2 fois. Non, en fait, c'était une préautorisation. Donc là, on est en train de faire évoluer les choses pour être capable de faire des préautorisations à 0 euros. Parce qu'au moins, s'il y a une ligne sur le réseau bancaire à 0 euros, ça fait moins peur. Donc, il y a plein de détails comme ça sur lesquels on a envie de s'améliorer pour être sûr que les gens n'aient pas d'inquiétude, euh, qui sont infondées quelque part, mais qui bah, sont visibles dans l'expérience client aujourd'hui. Donc, on veut rassurer à fond. Et on a ces petits sujets qui parfois alourdissent ou pénalisent l'expérience des clients. D'accord. Bah, je reviens sur le deuxième point que tu as dit. Moi, c'est vrai qu'à titre perso, je suis toujours, enfin, tous mes abonnements sur Split, je les ai en tant qu'abonné, quoi. Je suis pas le propriétaire, mais j'avais ouï dire de certains de mes clients qui revenaient vers moi en disant, bah ouais, qu'ils avaient eu un petit peu des difficultés quand ils partageaient leur abonnement. Et j'ai l'impression que c'est quand même plus facile, bah, quand tu viens te greffer un abonnement que quand t'en proposes un, non? Enfin, je sais pas ce que t'en disent les clients. Est-ce que, il n'y en a pas qui se retrouvent aussi un petit peu sur la paille en attendant que les gens s'abonnent, plutôt que quand tu te greffes, ça va tout de suite, quoi. T'es En tout de fait, suite. on a vraiment on a 2 profils d'entrée, on va dire. Soit tu démarres en tant que propriétaire et tu viens partager tes places vacantes. Tu payes déjà pour le service. Tu as déjà les 6 places, mais toi, tu n'en utilises que 3. Et du coup, tu te dis, tiens, bah, ça va rien changer à mon expérience. Je vais juste mettre les places vacantes que j'ai sur mon abonnement. Donc ça, les gens se font très facilement de proposer en tant que propriétaire dès lors qu'ils ont des places vacantes sur des abonnements. Et puis tu as ceux qui viennent plutôt en tant que co-abonnés tester sur un en se disant est-ce que ça marche, je peux pas me faire arnaquer. Mais très vite et au bout d'un moment, ce qu'on constate, c'est que la plupart des gens finalement deviennent l'un et l'autre. Quand tu es propriétaire et que tu récupères de l'argent de co-abonné, même si au départ tu te dis moi je vais que partager en tant que propriétaire, en fait, bah, tu as de l'argent sur ta cagnotte, tu peux la transférer gratuitement vers ton compte bancaire, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus d'un tiers des économies faites par les propriétaires qui sont systématiquement réinjectées Ouais, sur la. dans le paiement d'autres co-abonnements, quoi. Exactement. Là, sur l'année, on a 1,2 million qui a été injecté de cagnotte à cagnotte. Les propriétaires, leurs économies, les réinjectent pour se faire plaisir sur d'autres abonnements. Donc, les propriétaires, ayant de l'argent sur leur cagnotte, à un moment, c'est tentant quand tu as envie de t'abonner à un service ou de te dire, tiens, en plus, il est sur Split, j'allais m'abonner. Bah, finalement, je vais utiliser ma cagnotte pour me co-abonner. Donc, la chose se fait assez facilement dans ce sens-là. Et puis, de l'autre, les co-abonnés, quand ils ont vraiment confiance dans la plateforme et que ça fonctionne, bah, parfois aussi, si tu as envie de t'abonner à un service mais qu'il n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas de propriétaire qui le propose à l'instant T,
bah, tu peux mettre une alerte et te dire, bah, prévenez-moi dès lors que quelqu'un le proposera. Mais vu que tu as pas envie d'attendre, nous ce qu'on te dit c'est, bah, vas-y abonne-toi, viens le partager. Au lieu d'être le passager de l'abonnement, sois le capitaine, du navire, sois le propriétaire et tu vas trouver des co-abonnés très rapidement. Et du coup, finalement, les gens aussi deviennent propriétaires. Donc, au bout d'un moment, on voit que les gens vont sur les deux sphères très facilement. Et au début, il y a toujours une clé d'entrée. Et parfois, il y a des gens qui vont voir 4-5 abonnements en tant que propriétaire ou 4-5 en tant que co-abonné et qui vont jamais passer de l'un à l'autre. Mais au fur et à mesure du temps, finalement, tu deviens l'un et l'autre sur la plateforme. Et c'est ce qu'on souhaite parce que l'avantage quand tu es propriétaire, bah, c'est que si tu souscris, c'est ton propre abonnement et tu fais ce que tu veux. Jamais quelque part, on va te faire sortir de ton abonnement parce que le propriétaire a résilié, c'est toi le propriétaire. Donc, tant que tu décides de le garder, tu le gardes. Ce qui peut arriver pour un co-abonné, hein, ça peut être le désagrément, c'est que si mon propriétaire arrête, bah, de fait, Mmh. Ouais, l'abonnement tu dois va repartir sur autre s'arrêter, chose. Ouais. je dois retrouver un autre propriétaire. Et puis, les co-abonnés ont une commission qui est un tout petit peu supérieure. Enfin, il n'y a que les co-abonnés finalement qui payent une commission tous les mois sur les transactions. Le propriétaire, il est exempt de ça parce que lui, il a effectivement la gestion Ah, tu vois, de ça, je savais l'abonnement. pas ça. Ça, je pensais que, ok, tout le monde payait, mais c'est que les abonnés. Donc, du coup, ça, c'est important que tu le dises parce que moi, perso, tu vois, ça me dirait, bon, bah, ok, ben, ça donne une petite motivation supplémentaire au propriétaire. À dire, lui, ça lui coûte vraiment rien du tout, quoi. Tandis que c'est vrai que le co-abonné, moi, je suis conscient que je paye une commission. Alors, franchement, elle est de quelques centimes, donc pour moi, c'est transparent. Mais, ok, tu vois, je le savais pas. Tu vas gagner peut-être, tu vois, sur un abonnement, tu vas peut-être gagner 50 centimes par mois en reste à charge pour le propriétaire ou 60 centimes par rapport au co-abonné, quoi. Mhm. Donc finalement, oui, au bout d'un an, bah, ça fait aussi des économies, alors des centimes encore une fois, mais ça fait des économies pour le propriétaire. Et puis là, t'as pas les désagréments de être dépendant de quelqu'un si à un moment il décide de résilier, il faut Ouais, qu'il ouais. vienne le propriétaire. T'es maître à bord, quoi. Exactement. Donc, en fait, il y a des avantages de part et d'autre. Il n'y a pas d'engagement de durée pour les co-abonnés. Ils peuvent arrêter à tout moment. Les propriétaires peuvent aussi décider d'arrêter leur abonnement, bien sûr. Il faut juste prévenir à temps les co-abonnés pour qu'ils ne payent pas pour rien. Mais tout est prévu dans nos process pour s'assurer d'une bonne expérience de part et d'autre, en fait. Et on a besoin des deux, hein. Si on a que des gens qui veulent se co-abonner, pas de propriétaires, bah, en fait, la source est tarie et il y a plus de partage, en fait. Donc on a besoin d'avoir de part et d'autre à la fois des gens intéressés par les services, bien évidemment, et puis des gens qui proposent des places vacantes. Ok, bon, tu vas me motiver peut-être à un jour partager mes abonnements alors. Enfin, moi, je suis que co-abonné, tu vois, c'est pour ça que je me sens un peu concerné. Il faudrait peut-être que Alors tu feras encore j'essaye plus l'autre d'économies version. si tu es le propriétaire de ces mêmes Ah abonnements. ouais, c'est ça, non, C'est une c'est expérience intéressant à savoir. complètement identique. Ok. Et du coup, si je peux me permettre, je vais te partager, moi, les désagréments que j'ai eus. Comme ça, on sera en toute transparence avec l'audience. Alors, c'est pas des gros désagréments, mais je sais que pour certains, des fois, ça peut être un peu chiant. Moi, je sais que par exemple sur Netflix, pendant un moment, ça m'est arrivé. Donc, on avait un truc à 4 écrans, donc j'avais mon écran, et je sais pas, on allait regarder notre série du soir avec ma femme, et puis on voit des débuts de films qui ont été commencés, mais pas par nous, tu vois. Ça nous est arrivé. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un du compte, donc de gens qu'on connaît pas, mais bon, on a les identifiants, on voit les noms et tout quand même. Hein, il y a dans la plateforme, on voit bien qui est qui. Mais on a constaté que voilà, il y a quelqu'un du groupe qui a un peu squatté notre truc. Donc ça, j'avoue que ça m'avait un peu refroidi, mais en fait, je me suis rendu compte que tu peux mettre un code PIN sur ton écran. C'est bête, mais et à partir de là, voilà, problème résolu, quoi. Mais je préfère le préciser, tu vois. Là, je parle de Netflix parce que c'est le plus connu, mais voilà, sachez que ça peut arriver, mais vous pouvez le protéger, donc c'est plutôt simple. Et au désagrément qui m'est arrivé dernièrement, c'était avec YouTube Premium. Euh, et du jour au lendemain, en fait, plus rien. Enfin, je regardais, il y avait relais pub qui était là. Enfin, bref, c'était pas très cool. Et voilà, j'ai contacté le propriétaire et il a mis un peu de temps à répondre. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'en as parlé. Et ça, c'est vrai que, comme tu dis, on veut un peu tout de suite. Surtout que tu t'habitues un peu au confort. Moi, je suis un très gros consommateur de YouTube, surtout de contenu, tu vois, notamment sur les finances, parce que forcément, c'est mon domaine. Et tous les jours, je consomme moi des heures enfin, de contenu. Et quand tu t'habitues à ce qu'il n'y ait plus de pub, c'est très difficile de revenir à quand il y avait des pubs, tu vois. Et au bout de 2 jours, il répondait pas. Ça m'a un peu saoulé, donc je me suis désabonné. Je me suis réabonné à quelqu'un d'autre. En soi, il a fini par résoudre le problème, mais au bout d'une semaine. Mais voilà, ça peut faire partie des désagréments. Quand on est co-abonné, en tout cas, on n'est pas maître à bord, donc si la personne ne répond pas ou il voit pas ses mails, il n'y a pas de chance, c'était entre Noël et le jour de l'an, donc je pense que le mec il était un peu déconnecté, ce qui se comprend. Mais voilà, ça m'est arrivé, mais en soi, voilà, je me suis désabonné, je me suis abonné à quelqu'un d'autre, et ça m'a pris, enfin même pas quelques minutes, mais il y avait quand même une solution. Mais je préfère aussi prévenir, tu vois, en tant que moi utilisateur, ce que j'ai vécu. Mais tu vois, là, c'est typiquement ces désagréments que tu peux avoir que sur le côté co-abonné. Quand tu es propriétaire, c'est toi qui es maître à bord. Et donc, si ton abonnement il est valide parce qu'il est payé tous les mois et que
quelque part tu continues ton abonnement, bah, tu jouis toujours du service. Après nous, tout est prévu, pour demander un remboursement si effectivement le service n'est plus opérationnel et on procède systématiquement au remboursement quand, le service n'est Mmh. plus valide et que Ouais, vous me l'avez l'opération. proposé, j'ai oublié de Donc il y a préciser, pas mais de c'est il y vrai a que ça pas de perte d'argent, mais effectivement, c'est très déceptif comme expérience quand tu es trop content d'aller profiter de ton service et puis que tu vois que finalement, bah, l'abonnement n'est plus opérationnel. Donc tu as l'impression d'avoir payé pour rien et c'est toujours très ouais, désagréable. ouais, ça peut Ça, et ça encore peut moi faire partie des aléas, effectivement. c'est ça. Et encore, moi, je parle pour YouTube. Moi, c'était juste les pubs voilà, qui me saoulaient. Mais j'imagine le petit couple qui se dit bon, ce soir, on finit notre série Netflix, trop bien. Et puis tu allumes, et ben non, le mec il a changé les identifiants. Ou, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, quoi. C'est des choses qu'il faut être conscient. Et bon, voilà, ça arrive pas tout le temps, hein, mais c'est une possibilité. Mais comme tu dis, en étant un propriétaire, bah, tu t'exemptes de ça. Mais honnêtement, moi perso, ça m'est pas arrivé sur Netflix, quoi. Oui, et surtout si ça arrive, en tout cas, tu perds pas d'argent, quoi. Ouais, voilà, en plus. C'est donc ce qui est très juste, quoi. Alors, je vais te poser une question. Alors, je pense que tu peux me répondre, mais tu as le droit de dire non aussi. Comment vous gagnez de l'argent? Alors, je sais comment, mais comment, comme tu m'avais dit, je crois que tu me l'as dit en off, on appelle ça des gains centimes, tu vois, vous vous rémunérez sur des très très petites sommes. J'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, donc 4 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise est prospère? Enfin, est-ce que c'est rentable? Enfin, c'est pas vraiment de la curiosité personnelle, tu vois. Ah ouais, alors on est très transparent là-dessus. On n'est pas encore à l'équilibre, et on espère avoir cette année 2023 enfin une année où on va être vraiment à l'équilibre d'ici la fin de l'année et sur l'année complète. Aujourd'hui, nous, comment on gagne de l'argent? En fait, on prend une commission tous les mois sur l'abonnement du co-abonné. Donc les frais sont très simples à comprendre, mais totalement transparents pour les co-abonnés. C'est que quand tu vois un prix affiché sur Split, il y a déjà la commission inclue dedans. Donc, tu n'as pas de frais cachés ou de frais supplémentaires. Et notre commission, c'est 35 centimes plus 5% de la transaction mensuelle. Donc, ça fait en moyenne 50 centimes par transaction par mois, payé par le co-abonné, effectivement. Et pour les propriétaires d'abonnement, il y a deux systèmes en place. En fait, je te disais, la genèse de Split, c'est Jonathan, sa femme, avec une amie, donc ils se connaissent, ils savent avec qui partager. Donc, c'est ce qu'on appelle des splits en privé. Tu sais déjà avec qui tu veux partager ton abonnement, mais tu vas utiliser notre plateforme pour faciliter justement le suivi de qui a payé quoi. Quand tu partages avec deux, trois proches, c'est toujours un peu compliqué de savoir et puis d'avoir des prix qui soient juste pour tout le monde. Donc ça, c'est des splits en privé. Les propriétaires, ils n'ont aucun frais pour ça. Et par contre, quand les gens veulent trouver leurs co-abonnés via notre plateforme et la mise en relation gérée par Split, là, on prend des frais uniquement le premier mois pour le propriétaire, dans le sens où on vient déduire du premier loyer 25% du montant, maximum 1 euro. Et donc le grand maximum, c'est 1 euro. Au lieu de toucher, par exemple, pour un Netflix Premium, 4 euros, enfin 4,50 € le premier mois, le propriétaire qui correspond à un écran sur les 4, il va toucher 3,50 €. Et après, si son co-abonné reste pendant un an, il touchera 4,50 € tous les mois, il n'aura aucun frais. Donc ça, c'est nos deux sources de revenus et c'est nos deux sources uniques. On n'a pas voulu vivre de la publicité, on n'a pas voulu, on veut vraiment une expérience qui soit limpide et transparente, mais on est vraiment des gains centimes. Après, la seule chose qu'on espère, c'est qu'avec le temps, on va avoir des volumes qui vont continuer à grandir. On a une certaine récurrence parce que bah, les gens, effectivement, c'est des abonnements tous les mois, donc il y a tendance à reconduire effectivement les abonnements, tant que les gens le veulent, il n'y a pas d'engagement de durée. Donc finalement, on est assez prédictible dans les volumes qu'on va pouvoir faire dans les semaines, dans les mois à venir, étant donné l'historique que l'on a maintenant. Mais voilà, on n'est pas encore à l'équilibre, on n'est plus très loin. Et nos deux sources de revenus, c'est ça uniquement, et il n'y a rien d'autre. On ne vend pas les données, on ne fait pas de publicité, on n'essaye pas d'accrocher les gens d'autre manière. Le but, c'est de simplifier la vie des gens et de faire en sorte qu'ils puissent profiter d'un maximum d'abonnements, en toute sécurité. Ouais, non, mais c'est vrai que j'avoue que l'expérience utilisateur est quand même plutôt agréable, enfin même très agréable et puis c'est ergonomique et ludique quoi. Enfin, ça se voit que ça a été fait récemment. C'est pas une interface foireuse quoi, que c'est vraiment bien foutu. Ouais, Yes. et on a encore du boulot, hein. Enfin, je reviens sur ta question peut-être des choses à améliorer, mais aujourd'hui, on n'est qu'une plateforme web. Donc, on est un site internet. On n'a pas encore d'application mobile. On y travaille. Mais voilà, on peut améliorer encore l'expérience pour que les gens ils aient tout dans leur poche, sur leur smartphone. Et c'est pas forcément. Aujourd'hui, on a une application, enfin, un site qui fonctionne très, très bien sur smartphone, mais on peut encore améliorer les choses, quoi. Là aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs? Ouais, on a très précisément, on arrive à 700 000 inscrits sur la plateforme en 3 ans. Donc, des inscrits, c'est des gens qui viennent juste créer leur profil. Ça peut être des propriétaires qui partagent, ça peut être des co-abonnés actifs, des gens qui l'ont été, qui le sont pas, ou des gens qui n'ont pas encore trouvé
finalement un propriétaire qui partage l'abonnement qu'il recherche et on a, plus de 135 000 co-abonnements actifs ce mois-ci. Donc là, on a, 135 000 transactions, on va le dire, d'un co-abonné vers un propriétaire, ce mois-ci. Ouais, donc c'est vrai que d'une part, tu as les inscrits et d'autre part, un peu les clients au final. C'est un peu prospect et client, quoi. C'est la Ouais, il nuance y a entre les deux. prospect, il y a propriétaire actif, il y a, co-abonné actif et puis il y a tous les gens qui n'ont pas encore trouvé ou qui l'étaient, actifs et qui le sont plus actuellement. Donc, mais on a, ouais, 700 000 inscrits. On est principalement en France, 80% de notre activité, au niveau du co-abonnement est en France, 20% à l'étranger et c'est en Italie, en Espagne, en Belgique, les principaux marchés derrière. Donc voilà, on tend à pareil, pour avoir du volume, on a tout fait pour automatiser la solution, pour la rendre simple, et aujourd'hui, on est opérationnel dans 18 pays d'Europe, tous ceux qui sont en monnaie euro, et on est capable d'adresser, tous les clients dans ces différents pays. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir des clients, je sais pas moi, belges, hongrois, allemands, qui peuvent aussi souscrire à Split. Alors oui, mais on va faire en sorte que ça reste dans le marché parce que quand un éditeur propose un abonnement, souvent c'est aussi lié à la langue. Donc on respecte les zones tarifaires aussi et les zones entre guillemets de partage. Donc les Allemands vont partager entre eux certains services, les Italiens aussi, les Français entre eux. Mais oui, tout à fait, on a le système qui fonctionne dans ces différents pays. Ok. Donc, mais c'est-à-dire que même un Français expatrié en Autriche, par exemple, il peut souscrire à Split d'Autriche, quoi. Il peut. Alors après, soit il souscrit sur la plateforme française parce qu'il vit en France 99% du temps, soit effectivement il vit en Autriche, auquel cas il peut souscrire à Split et partager des abonnements avec des Autrichiens, parce que c'est la zone effectivement dans laquelle il peut partager. Super. Ok, bah, je crois que j'ai posé toutes mes questions, à peu près. Après, pour terminer, peut-être juste sur le côté légal, est-ce que vous avez été embêté avec des Netflix, avec des Deezer ou des choses comme ça, ou pas? C'est une question perso, mais qui m'interroge. Je pense que vous êtes ultra clean, même j'en suis certain même, mais je suis curieux de savoir si vous aviez eu des sujets, vous, de votre côté, à ce niveau-là. On a eu des sujets, c'est encore des sujets avec certains, mais pour info, nous on a été il y a plus de 2 ans incubé dans un incubateur de Paris Co qui s'appelle le Swave, qui est un incubateur fintech, AssureTech, donc voilà. Et derrière, il y a des grandes sociétés françaises et il y a aussi la CPR, donc la Banque de France, il y a Mastercard, il y a la Société Générale, il y a G2R. Donc on est connu de beaucoup de grands acteurs. On avait rencontré Adopi il y a un peu plus de 2 ans maintenant, quand à l'époque c'était Adopi qui existait pour réguler tout ce marché. On a rencontré l'Arcom, qui est la fusion entre Adopi et le CSA, et on a expliqué notre modèle en détail. On est perçu comme une solution contre le piratage. Donc ça, c'est la première chose et c'est hyper important. Et après, sur le côté légal, j'ai envie de dire, n'en déplaise à certains, même si ça paraît tiré par les cheveux, c'est complètement légal. Nos clients n'ont aucun risque à être sur notre plateforme. On référence que des abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs. On s'assure de respecter les CGU et parfois les CGU sont plus restrictifs que la loi, mais on s'assure de respecter la loi en tant que telle. La notion de famille qui parfois est utilisée pour dire ah mais non, ça doit être partagé au sein de la même famille. En fait, juste pour faire une aparté là-dessus, mais la famille qui est utilisée par beaucoup d'éditeurs, c'est une famille dont tu peux changer 1 à 2 fois par an. Donc c'est pas la famille au sens administratif du terme. Moi, j'ai pas changé de parents depuis 10 ans, 1 fois par an. Donc il y a des subtilités aussi, j'ai envie de dire, légales qui font qu'on sait qu'on est vraiment bordé. On a le soutien effectivement via le Swipe de certaines institutions ou certains acteurs importants aussi sur le marché. Et en plus, on est convaincu d'être de bonne foi et de faire du bien aux éditeurs, parce que là où on pourrait dire oui, mais on parasite quand même leur activité parce que on leur fait perdre des clients. Et c'était souvent le raccourci qui était fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand on allait voir les éditeurs, et c'est moi qui m'en charge. Donc j'ai rencontré tous ceux qui voulaient nous rencontrer et on a tapé à toutes les portes. Ils disaient oui, mais j'ai 4 abonnés aujourd'hui, demain avec votre système, j'en aurai plus qu'un, et puis il y aura 3 co-abonnés dessus, donc je vais perdre de l'argent. Mais la réalité, elle est tout autre en fait. C'est que non seulement ils auront toujours 4 abonnés, mais ces 4 abonnés, au lieu d'avoir des abonnements individuels ou duo, ils vont avoir les abonnements premium, famille, les plus chers, et ils vont effectivement avoir des co-abonnés dessus. Donc en fait, on augmente la taille du marché payant pour les éditeurs, on leur amène plus de revenus avec des gens qui vont payer pour la première fois, comme toi tu le disais, l'exemple de Canva que tu prenais, c'est que tu payais pas avant et pour quelques euros, tu es prêt à le faire. Et du coup, on amène une fidélité qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. On a un taux de résiliation, nous, des propriétaires d'abonnements qui est inférieur à 1%.
ce qui fait rêver n'importe quel éditeur, parce que eux, ils ont des taux de résiliation qui sont nettement supérieurs à ça. Donc, on est capable de les regarder dans les yeux et de leur dire, en fait, on vous amène de la valeur sur le marché, on vous amène des clients, on vous amène une fidélité que vous n'aviez pas. Donc, non seulement il y a le côté légal avec quelques subtilités qu'on a utilisées, chez Split en tout cas, il y a d'autres plateformes qui proposent ça, mais de manière parfois un peu différente, et je sais pas si tout le monde le fait de la manière la plus judicieuse, mais chez nous, on a eu à cœur de respecter les conditions tarifaires. Il n'y a pas de bénéfice pour un propriétaire d'abonnement. C'est une participation minoritaire aux frais. Il y a forcément un reste à charge. Alors, si tu pouvais proposer un abonnement que tu as souscrit en Thaïlande qui est beaucoup moins cher et le partager en France, c'est sûr que tu ferais des bénéfices. Mais on se réserve le droit de vérifier les factures. Enfin, il y a tout un tas de sécurités qu'on a mis en place pour s'assurer que c'est pas de la revente, c'est une participation minoritaire. Le propriétaire reste maître à bord de son abonnement, etc., etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 3 ans après, si on a été attaqué, on est encore là et on espère continuer, bien évidemment, à se développer. Et on est convaincu que le co-abonnement, c'est le futur de l'abonnement aussi. Et que de plus en plus, les services d'abonnement proposeront du co-abonnement parce que c'est tout leur intérêt. Et particulièrement, il y a tout un marché qui est en train d'émerger sur les outils pour les professionnels et les freelances. De plus en plus de gens ont une activité à leur compte et ils utilisent des outils digitaux, donc de logiciels de création de contenu, des serveurs pour la sauvegarde, etc., etc. Donc on a de plus en plus ces solutions. Et moi, j'invite tous ceux qui font du business, qui ont des entreprises et qui développent des solutions en modèle SaaS, à créer du co-abonnement dans leur offre. Ça remplacera pas et ça ne sera pas une alternative à l'abonnement individuel, mais ça vient complètement en complément et c'est hyper intéressant pour eux d'avoir ça. Ouais, moi je me sens complètement concerné en tant qu'entrepreneur. À tous les outils digitaux que j'utilise, de marketing digital, enfin bref, là on a parlé de Canva, mais je sais pas combien que j'utilise au quotidien. Souvent je reste sur la version gratuite parce que en fait je me dis si je commence à payer chaque outil que j'utilise, même l'outil qu'on utilise en ce moment pour enregistrer, tu vois, enfin j'en utilise peut-être 10 ou 15 au quotidien, et si je devais prendre la version payante de chacun, enfin au final j'ai plus de charges que mes revenus, donc mais par contre, s'il y avait des solutions de co-abonnement pour certains trucs, c'est sûr que je les prendrais. Parce que, oui, je préfère payer 2 euros que 15 euros. Encore, alors, je paye évidemment plein d'abonnements bien plus cher que 15 euros par mois dans mes charges, parce que c'est des choses qui sont essentielles à mon business, des choses qui sont pas ultra essentielles, mais que j'aimerais quand même avoir le côté premium. Tu te dis, pour 3 euros, je le prends. Par contre, pour 20 euros, bon, parce que si je fais ça x 10, ça me fera 200. Par contre, si je fais 3 euros x 10, ça me fait que 30. Donc bon, voilà. Du coup, je te fais un petit appel du pied, mais si tu découvres des plateformes où il y a potentiellement des abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs, n'hésite pas à nous les partager parce que nous, après, on fait ce travail de recherche, de Ouais, vous allez vérification, prospecter. les prospecter aussi pour pouvoir les référencer. Et on a réussi à transformer, je peux pas forcément dire de nom, mais des sociétés qui sont très très connues, des services grand public, où il y a 3 ans, ils avaient uniquement des abonnements individuels. Ils étaient très demandés sur Split. On est allé les voir, on leur a expliqué notre modèle, les bienfaits, et depuis, ils ont créé des abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs, ils sont référencés et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc, je suis sûr que sur la partie outils professionnels, il y a un énorme travail à faire pour faire comprendre aux sociétés que c'est tout leur intérêt de le faire et le plus vite possible et qu'ils vont gagner des clients grâce à ça et augmenter leurs revenus. Ok. Moi, j'ai Donc, plein d'idées à te partager là. génial. On en parlera en off, mais ouais. Super. Bon, Guillaume, merci beaucoup. J'espère vraiment que cet épisode a pu apporter de la valeur aux gens et que on va faire gagner quelques dizaines d'euros par mois au plus grand nombre. Je vous laisserai voir dans la description, suivre le lien pour si vous souhaitez checker Split et essayer l'aventure. Guillaume, juste pour terminer, est-ce que, comme le veut la tradition du podcast, est-ce que tu peux nous partager un livre qui t'a changé la vie, qui t'a fait un déclic, ou tout simplement que tu aimerais partager parce que tu l'aimes bien? Alors, ouais, il y en a un qui est très ancien. Alors, peut-être qu'il a déjà été partagé. J'ai pas écouté tous les épisodes précédents. T'as pas Mais écouté les 90 épisodes? Tu me non, ouais, déçois. la liste est longue. C'est un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Ah, j'en ai Stephen entendu Covey. parler de celui-là. Alors, c'est un livre qui a, je pense, 20 ans maintenant, facile. Et alors après, le titre peut paraître un peu présomptueux, 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. T'es entrepreneur, on l'est aussi de notre côté, mais à l'époque, il y a 20 ans, j'étais pas du tout entrepreneur, j'étais salarié dans un grand groupe. Et je trouvais ça absolument génial de découvrir en fait ce qui fait la réussite à la fois individuelle, mais la réussite individuelle dans un monde collectif, c'est pas être indépendant qui est la réussite, c'est l'interdépendance.
Et voilà, il y a à la fois de la théorie, il y a des outils très pratiques. Et pour moi, c'était un livre qui m'a beaucoup suivi, que j'ai beaucoup utilisé et qui m'a aidé effectivement à mieux comprendre aussi le monde dans lequel on vit et les interactions humaines, parce que c'est finalement tout ce qu'on fait, on est lié aux autres, on vit ensemble, on est dans une société où il y a des règles communes, il y a voilà, et l'homme est un animal social qui a besoin des autres et on a besoin de vivre avec les autres. Donc pour moi, c'était un très très bon livre. Et ouais, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, je suis sûr qu'ils en vendent un peu partout. Et Ouais, ok. Bon, à noter. Et moi, je vais me le noter aussi parce que je l'ai pas encore lu, donc je vais le tester. Bon, Guillaume, merci infiniment pour ton temps, tes explications et puis la valeur que tu nous as apportée, parce que je pense vraiment que la majorité des gens, malheureusement, ne connaissent pas cette solution-là. Et je pense que c'est un petit peu mon clap de fin sur les invités liés aux économies et au budget. Donc, t'es mon jubilé sur le sujet et j'en suis très content que c'était fait avec toi, parce que comme je t'ai dit, hein, si je t'ai fait une petite place aujourd'hui dans le podcast, c'est que ça fait 2 ans que j'aimerais vous faire venir. Et tant pis si j'ai déjà fait mon virage sur l'investissement, mais ça reste, je pense, intéressant pour mon audience. Génial. Merci Thomas, merci pour l'invitation et très heureux de contribuer à ce clap de fin et je te souhaite pleine réussite dans l'aide à l'investissement. C'est un beau métier également. Ouais, c'est ça, c'est autre chose, un peu plus contraignant en termes d'administratif et de, de réglementation, mais moi perso c'est un sujet qui me passionne encore plus, donc la raison pour laquelle je suis parti là-dedans. Génial. Merci pour l'échange. Ouais, merci à toi Guillaume, à bientôt. À bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram monbudgetzen ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.